Parle de sérieux, mais aussi on va s'élever un petit peu avec Robert Edecker qui va nous parler de l'abandon de l'âme. La matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. À la volée, je suis très très heureuse de recevoir aujourd'hui Robert Edecker. Bonjour Robert Edecker. Bonjour madame. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes philosophe, agrégé de philosophie, auteur de très nombreux ouvrages, dont ce dernier, et je suis vraiment très heureuse de pouvoir le présenter à nos auditeurs, L'abolition de l'âme, aux éditions du Cerf. Et je vais, pour commencer, eh bien, citer votre chapitre 2, l'entrée de votre chapitre 2, pour que tout le monde comprenne un petit peu dans quoi on s'installe. Et ensuite, évidemment, je vais vous donner la parole. Vous l'appelez ce quelque chose entre hoc et liquide et noseque. Il y a une place vide, un trou dans notre culture. Quelque chose était là depuis des millénaires et il n'y est plus. Quelque chose qui allait de soi, pourtant. Une chose à laquelle l'on s'était habitué, une fidèle et exigeante compagne de nos existences. Quel mot employer? Une chose, une entité, un être? Quelque chose que nous tenions pour une part de nous-mêmes, la part la plus importante, la part la plus intime. Le vrai trésor que nous sommes, c'était elle, ce n'était pas nous, ce n'était pas moi. Nous la confondions même avec notre intimité, avec notre identité. Est-elle partie, cette chose, envolée comme un oiseau? S'est-elle dissoute, cette chose, comme un cadavre se décompose sous la terre, livré à la voracité tenace de la vermine? L'a-t-on assassiné, cette chose, comme au dire de Nietzsche, Dieu fut par nous tué? L'a-t-on emprisonnée dans quelque bagne oublié afin que plus jamais on ne l'entende parler d'elle, que plus jamais elle ne revienne? Nous le sentons bien. Quelque chose ou quelque être qui était comme attaché à nous nous a été enlevé. Quelque chose dont le mot lui-même s'efface peu à peu. Le mot qui est son nom, l'âme. J'ai trouvé cet extrait pour vous dire ce passage magnifique et je tenais à le lire en entier, Robert Edecker. Et en fait, il nous plonge immédiatement dans la compréhension du malaise que nous vivons, je pense ici beaucoup et qui est peut-être aussi la raison du tocsin et de cette radio. Cette chose qui fait qu'aujourd'hui, on ne se sent pas tout à fait à l'aise dans notre vie ou dans notre monde. Et en fait, cet ouvrage que vous avez écrit à travers l'abolition de l'âme, est là pour nous expliquer ce qui se passe finalement, les raisons de ce mal-être. C'est la disparition de l'âme. Oui, la disparition, nous n'avons plus l'impression d'être complet au monde. L'âme, alors c'est très difficile de répondre à votre question après une lecture, parce que l'on se dit, mais voilà, c'est ce que j'avais à dire. Oui. La personne l'a lu et Oui, mais là, j'ai cité volontairement un extrait parce qu'il était très, très bien écrit. Et ce qui est intéressant, en tout cas, à travers la disparition, vous nous montrez finalement des éléments, plusieurs éléments dans cet ouvrage qui montrent, qui sont Heu, vous constatez la disparition de l'âme et en fait, vous montrez, toutes les conséquences et notamment le fait qu'on soit tombé dans une forme de consommation boulimique du divertissement et que du divertissement, nous avons commencé à détruire finalement, à nous débarrasser du temps. Et j'aimerais bien que vous développiez un petit peu aussi cette question de la boulimie du divertissement que vous racontez notamment au travers du portrait d'une femme déglinguée, comme vous dites. nous remplissons le vide, le vide laissé par cette alors l'âme a-t-elle disparu? J'allais dire laissée par cette disparition. Non, ce n'est pas tout à fait ça. C'est notre rapport à notre âme qui a disparu. C'est-à-dire la connaissance ou le lien intime avec notre âme qui a disparu. Cette disparition, c'est ce qu'on peut appeler, si vous voulez, le nihilisme, dont le fondement est non pas la mort de Dieu. Lorsque l'on parle du thème de la mort de Dieu, je crois que l'on truque complètement la pensée de Nietzsche. Nietzsche n'est pas le penseur de la mort de Dieu, c'est le penseur du meurtre de Dieu. Et dans le paragraphe du Gai Savoir qui s'appelle L'insensé, Nietzsche dit bien, nous l'avons tous tué. Nous sommes, et c'est le mot qu'il emploie, nous sommes des meurtriers. Voilà. Donc, nous avons premièrement le meurtre de Dieu qui est
euh, à mes yeux, je crois, le mot pour dire un refoulement. Mm. Et Dieu, c'est le grand refoulé de, de l'Europe contemporaine et particulièrement de la France contemporaine. Mm. Et vous Nous dites, avons ouais. le refoulement de Dieu, et sur le fond du refoulement de Dieu, que Nietzsche appelle le meurtre de Dieu, nous avons le refoulement de l'âme. Alors, c'est pour cette raison que je vous disais il y a 2 minutes que ce n'est pas tant à la disparition, au sens de la disparition d'un être, à la disparition de l'âme que nous avons affaire, mais à son refoulement. Mm. D'où ce dont vous avez parlé, la déglingue, les vies sans nord ni orient, c'est-à-dire désorientées et sans boussole, les, les vies ballottées entre des désirs et des passions Des pulsions. complètement, des pulsions et des passions complètement fabriquées, complètement artificielles, suivent de ce refoulement. On sait très bien que il n'est pas très bien vu aujourd'hui de se référer à Freud. Pourtant, je le fais souvent. Euh, Par ailleurs, il existe des lectures aussi chrétiennes de Freud, de la théorie de l'inconscient. On sait très bien que le refoulement produit des effets euh, pervers, des effets pathologiques. Euh, mais le refoulement, je l'entends de manière tout à fait différente. Vous savez, c'est Maurice Clavel qui Ouais. m'a inspiré. Et d'ailleurs, le livre est dédié à Maurice Clavel. C'est l'un des 2 dédicataires. Bon. C'est Maurice Clavel qui m'a. La lecture de Maurice Clavel, parce que je ne l'ai pas connu personnellement, c'est la lecture de Maurice Clavel euh, euh, qui, qui a mis dans mon esprit cette idée de refoulement. L'idée que euh, le refoulement, ce n'est pas le refoulement en Occident, l'histoire du refoulement en Occident, ce n'est pas le refoulement de la sexualité, hein, qui, est, euh, qui a longtemps été une sorte de doxa Oui. générale, voilà, la sexualité refoulée et réprimée. Non, depuis le XVIIIe siècle, ce qui est refoulé, c'est d'abord Dieu, et à quoi j'ai ajouté, euh, Maurice Clavel, c'est le refoulement de Dieu, à quoi j'ai ajouté, mais non, au-delà de Dieu, c'est l'âme qui est refoulée. Ça veut dire l'âme, c'est ce que nous refusons, et c'est ce que nous refusons pour pouvoir bâtir le monde moderne, Ouais. hein, pouvoir construire le monde moderne et au-delà. Je ne sais pas si le terme post-moderne est le bon, si vous voulez, ou modernité tardive, comme dit Chantal Delsol, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, justement, dans cette modernité, vous avez parlé de nihilisme, et vous insistez sur le lien entre la technique et l'arrivée de ce nihilisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Vous Oui, dites notamment que le fabricant enferme l'homme dans l'étang, dans la matérialité. oui, ça c'est l'inspiration heideggerienne qui, qui me poursuit, ou qui me nourrit depuis mon adolescence. Je suis un lecteur de toujours de Martin Heidegger, avec qui c'est la lecture de Heidegger qui m'a fait découvrir euh, ce qu'on appelle la philosophie. Et évidemment, c'est pas tout à fait le bon mot, puisque Heidegger semble peut-être au-delà de la philosophie. C'est-à-dire, la philosophie est en train de mourir. Et, Oui, il y a on a parlé d'ailleurs. un relais, c'est la poésie. Enfin, Hmm. j'ajoute à la fin du livre la prière. La fin de la philosophie doit nous permettre de retrouver l'âme, euh, doit nous permettre de nous relier, de relier les fils avec notre âme, c'est-à-dire de passer au-delà de cet oubli, de mettre fin à ce refoulement et le moyen qui est au-delà de la philosophie, parce que je crois que le,
le refoulement de Dieu et de l'âme, c'est la philosophie même. La philosophie même depuis Descartes, au sens de la philosophie moderne. Mais au fond, c'est toute la philosophie, depuis Platon, qui travaille au refoulement de l'âme. Mais la philosophie, nous explique Heidegger, est exténuée. Elle est arrivée à son bout. Alors, au-delà du bout, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce dans quoi nous vivons aujourd'hui, qui nous entoure, ou dans quoi nous sommes comme dans un brouillard, et cela s'appelle le nihilisme. Ou bien vous pouvez sortir du nihilisme. C'est-à-dire, pour moi, sortir du nihilisme, c'est retrouver son âme à travers la poésie et la prière. D'ailleurs, Alors, vous dites à travers la poésie et la prière, et un petit peu plus loin aussi, vous parlez aussi de l'importance de l'identité. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Enfin, je vais retrouver exactement le terme, l'identité ou la racine. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça également? oui, nous sommes dans une époque où certains mots, euh, identité, Idée racine, essence, voilà, idée racine aussi, parlez-vous. voilà, euh, alors je le reprends, Mmh. identité, essence, qui sont des idées racines, c'est-à-dire des idées séminales, à partir desquelles peuvent se développer la pensée et l'existence. Ce sont des concepts désormais maudits. Et maudits à la fois pour des, des raisons théoriques qui ont été avancées par la déconstruction, mais maudits aussi pour des raisons plus passionnelles, plus bassement idéologiques ou plus bassement politiques, si vous voulez. Il y a une sorte de... Nous avons assisté à une sorte de conjonction entre, d'un côté, des mouvements théoriques très brillants, mais très sophistiques, très séducteurs, c'est-à-dire la déconstruction. Vous aviez Deleuze, vous aviez Derrida, vous aviez Lyotard, tout cela est très brillant, choc et toc, hein, si vous voulez. Et donc qui déconstruisait et par là même détruisait le socle de la civilisation qui est la nôtre, et en même temps, vous aviez quelque chose de beaucoup plus confus, de beaucoup plus idéologique. Vous aviez donc la condamnation bon, on disait de l'identité, de la revendication de l'identité, la condamnation de la vérité, donc le relativisme social qui en suivait, et les deux ont marché côte à côte pour nous conduire à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, qui est ce délitement, ça s'appelle le wokisme aussi, hein, si vous voulez, cette incapacité désormais à, euh, à vivre à vivre collectivement et individuellement avec une colonne vertébrale, avec euh, de manière orientée, solide. C'est-à-dire l'abolition de l'âme, c'est finalement la perte du sol possible, pour l'existence possible humaine. C'est Ouais. cela aussi. Alors, je voulais euh, reprendre un point sur lequel vous avez insisté tout à l'heure, c'est la notion des temps. Ouais. Et là, c'est Heidegger que je reprends. Euh, L'âme, de même que Dieu, n'est pas un étang. C'est-à-dire, ça n'est pas quelque chose de que Étant, l'on trouve. E-T-A-N-T, hein, de être, Voilà, pour ceux qui nous voilà, voilà. Euh, c'est penser que c'est un étang, que ce sont des étangs, je crois que c'est une forme de fétichisme de l'objet. Non, ce sont des présences. Mmh. Voilà. Oui. Je crois qu'on se trompe quand on dit l'âme existe ou Dieu existe, puisque l'existence renvoie à l'étendité. Je crois qu'il vaut mieux dire l'âme est présente Mmh.
Dieu est présente. Et oui, donc en fait, vous dites, on applique un calque, une forme de calque matérialiste, Oui, à cette vision-là. oui, Je voudrais oui, c'est du ouais. parfait matérialisme Mmh. et je crois que Heidegger nous aide à sortir de cela. Je voudrais continuer puisque pour revenir sur le fait de ne plus avoir cette idée racine, de plus être enraciné, de ne plus comprendre la réalité du monde qui nous entoure, vous tirez un peu la ficelle et vous allez jusqu'à décrire les conséquences et vous dites: «Finalement, on est aussi arrivé aujourd'hui à à des absurdités comme une vie qui devient tyrannique, la tyrannie de la vie», dites-vous. Je trouve ça très intéressant et vous dites: «C'est aussi une forme du nihilisme» et vous parlez notamment de ce qui s'est passé pendant le covid. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? La tyrannie, bon, je ne crois pas que la vie puisse être une valeur ou la valeur suprême. Voilà. La vie, c'est ce qui permet ou qui nous permet, et c'est là qui apparaît, vous allez voir, c'est ce qui nous permet de nous ordonner à quelque chose qui est au-delà de la vie, quelque chose de plus grand. Cela n'arrive pas aux animaux. Euh, les animaux sont dans la vie et ils sont, dans le Tao Te Ching, vous avez, ils sont comme l'eau dans l'eau. Mmh. Les bêtes sont comme l'eau dans l'eau, c'est magnifique, Mmh. ce mode d'être. Mais c'est le mode d'être animal. Le mode d'être humain, c'est d'ordonner sa vie à une transcendance qui vaut plus. La transcendance, c'est la valeur. La valeur, c'est ce qui vaut. Et alors, ce qui peut valoir, c'est le beau, le vrai, le bien, le juste, ou bien la patrie, ou la nation, Mmh. euh, des idées, ou bien même si vous êtes, c'est aujourd'hui passé de saison, Dieu merci sans doute, mais si vous êtes d'extrême gauche, je veux dire, c'est le prolétariat, l'histoire, Hegel, l'histoire, si vous voulez. Or, tout cela est aujourd'hui euh, bon, du fait de ce refoulement de l'âme, tout ça est aujourd'hui complètement abandonné. Et le nihilisme, qu'est-ce que c'est que le nihilisme? Le nihilisme, c'est faire comme si la valeur, c'était la vie. Non, la vie, c'est la condition pour autre chose. Mmh. C'est la condition pour la valeur, Oui, mais ça ne peut pas être la valeur même. oui. Mais ce que vous racontez, ce qui est intéressant, c'est qu'à force, en fait, de ne plus avoir je vais dire cette transcendance, cette supériorité de quelque chose qui serait au-dessus, on place la vie et surtout une vie dynamique, comme on la souhaite, avec ce divertissement et cetera, au-dessus de tout, ce qui a fait que finalement, on a été interdit de vivre au nom de cette même vie, heu, comment dire? Déifiée d'une certaine façon. Oui, j'ai écrit à ce sujet dans un recueil qui est paru aux éditions de l'Aube, dirigé par Daniel Salvatore Schiffer, après le Covid. Euh, que s'est-il passé au moment du Covid? Quelque chose de parfaitement inédit, euh, du moins parfaitement inédit dans notre modernité européenne, française. Le- L'enfermement de la vie sur elle-même, c'est-à-dire sur la vie pure, la vie nue. C'est-à-dire, on vous a enfermé pour que vous puissiez continuer à vivre, mais continuer à vivre sans vivre. Oui, c'est ça. Continuer à vivre sans rien. Lorsque le président de la République nous a dit, on ne peut pas faire de polémique ici, c'est pas le genre d'émission, mais on peut le dire quand même. Lorsque le président de la République nous a dit nous sommes en état de guerre, Mmh. cachez-vous. Ah, c'est extraordinaire ça. Nous sommes en état de guerre, ça doit dynamiser. Défendons-nous, Mmh. sortons, hein, si vous voulez. C'est la mobilisation générale, en 14 ou bien en 39. Bon. Donc, la déclaration de mobilisation générale est une déclaration de dynamisme. Et c'est cela qui est extraordinaire dans ce que nous avons vécu. Cette fois-là, la déclaration de mobilisation générale est une déclaration de euh, enfermez-vous, tous aux abris, ne sortez pas de vos abris. Voilà. Ouais. Voilà de l'inédit à cause de d'une conception de la vie qui est aussi une conception, un refus de la mort.
Oui. Lors des mobilisations générales dont je parlais il y a 30 secondes, c'est un état de guerre, nous allons défendre la vie en acceptant la mort, en acceptant de mourir. Et nous allons défendre pas seulement la vie, la patrie, nos idéaux, en acceptant de mourir. Là, nous avons un refus de la mort. C'est-à-dire quelque chose qui transpire le transhumanisme, mais sans en avoir sans s'en donner les moyens, sans en Oui. avoir le courage non plus. Le refus de la mort, c'est ce qui définit le transhumanisme. Et dans le cadre du Covid, nous avions cela, mais sans le transhumanisme, si vous voulez. Nous avions, c'est pas l'idéologie du transhumanisme, mais sans sa réalité. Mmh. Et à force de mettre cette vie au-dessus de tout, mais cette vie matérialiste, encore une fois, c'est ça qui est vraiment intéressant dans votre livre. Vous dites, en fait, c'est cette vie matérialiste qui est glorifiée au détriment de ce qu'il y a au-dessus, et donc et qui arrive et qui nous explique, qui entraîne toutes les conséquences que nous vivons. Donc vous dites, par exemple, le biopouvoir qui transforme l'État en biocratie. Et au nom de quoi? Au nom de cette vie matérialiste qu'il doit protéger plus que tout. Et toujours dans la continuation, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'à chaque fois, vous tirez les ficelles et on comprend mieux tout ce qui nous arrive. On avait ce biopouvoir et cette biocratie qui nous est arrivée et qu'on a ressenti pendant le Covid. Mais vous parlez aussi, par exemple, en effet, de cette, toujours de ce biopouvoir qui dévalorise la mort et qui fait de la mort seulement un moment technique. Et vous dites, d'où la technicisation médicale de la fin de vie, d'où la promotion de l'euthanasie. Tout ça, en fait, est encore une fois lié à cette glorification d'une vie purement matérialiste et nihiliste. Oui, donc, alors ce rapport à la mort est quelque chose de très contradictoire. Moi, je suis opposé à la fois à l'euthanasie et à l'inscription, comme Badinter, à l'inscription du droit à l'avortement Oui, dans la dans Constitution. Oui. dans la Constitution, si vous voulez. On a une sorte de pseudo-valorisation de la vie qui s'accompagne d'un rapport d'abord très, très technique à la base. Mmh. C'est un moment technique, donc on la désacralise, ce qui est extrêmement grave, finalement. Parce que autant que la naissance, la mort est le moment le plus important de notre existence. C'est le moment où nous passons dans l'au-delà et où nous avons peut-être un passeport pour ce passage. Je crois que c'est déshumanisant que de techniciser la mort à ce point-là. Mmh. Encore un Heidegger qui a écrit que euh, l'homme est l'être pour la mort, ça signifie que euh, la mort, c'est-à-dire, si vous êtes privé de votre mort, ce qui arrive avec l'euthanasie, Mmh. si vous ne vous sentez pas mourir, vous êtes privé de votre mort, eh bien vous êtes quelque part privé de votre humanité. Euh, si l'on peut dire que l'on a manqué sa vie si l'on ne se sait pas mourir, si l'on n'a pas conscience que l'on est en train de mourir. Oui. Et alors, un autre élément, et il nous reste peu de temps, je voudrais aborder ça, puis ensuite, je suis désolée, je vais relire un extrait qui est magnifique sur la nuit. Mais avant ça, je voudrais quand même qu'on parle de la vie privée et de la propriété privée que vous évoquez rapidement, enfin dans un de vos chapitres. Et en fait, toujours dans ce travail de conserver donc quelque chose de supérieur et donc aussi un mystère à l'intérieur de soi, dans son intériorité. Et vous dites ce mystère aujourd'hui on l'a aboli, ce qui fait que on est censé être toujours en pleine transparence. Tout le monde peut avoir accès à ce que nous sommes chez nous, dans notre maison. Vous parlez notamment des domotiques et également ce que nous sommes, nous, à l'intérieur de nous-mêmes, jusqu'à à craindre éventuellement un jour, pourquoi pas, une police de la pensée. Vous dites, voilà, la vie privée devient, puis avec les réseaux sociaux évidemment, hein, une vitrine dans laquelle chacun s'estime un droit de regard. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu aussi de cette et nous, on en parle beaucoup, mais sans avoir compris, en effet, les ressorts que vous évoquez ici. Nous, on parle ici beaucoup dans cette émission du danger du fait que la propriété privée, bientôt, n'est plus la propriété privée, notamment avec le bilan énergétique qui fait qu'on ne pourra plus revendre sa propre propriété privée ou même la louer au prétexte que vous avez un ballon d'eau chaude trop important ou des choses comme ça. Ce qui fait que
petit à petit, on avait remarqué, oui, ce glissement, le fait que la propriété privée n'existait plus. On avait remarqué aussi même que l'identité privée était en voie de disparition. Mais vous expliquez ces ressorts. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer ici? Oui, les attaques contre la propriété privée, alors je ne parle pas ici des grands monopoles euh, de Microsoft ou ce que vous voulez. Non, je parle de la propriété privée comme nous l'avons entendu pendant des siècles. Les attaques contre la propriété privée sont des attaques contre euh, l'intimité, le mystère et le secret de l'être humain, au fond. Parce que qu'est-ce que c'est que la propriété privée? C'est un prolongement de votre intériorité. Voilà. Vous décorez votre intérieur, votre jardin, vos champs, si vous en avez, euh, à la manière dont vous pensez, à la manière dont vous sentez. Si bien que votre propriété n'est pas un reflet de vous-même, mais votre prolongement. Voilà. Et lorsque vous accueillez des personnes chez vous, vous les accueillez aussi à l'intérieur de vous-même. C'est un dialogue à l'intérieur qui se noue ensuite, mais qui en même temps est secret parce qu'il y a des murs, parce qu'il faut des murs. Mmh. Rien n'est plus important que les murs. C'est un gros mot, les murs, aujourd'hui, je crois. Oui. Oui, c'est comme les frontières. Les frontières, les Il faut des limites. murs, Oui. et il faut des frontières, il faut des limites, et c'est à l'intérieur des murs que les choses peuvent, notamment que l'intériorité peut exister. Eh bien, tout cela, aujourd'hui, c'est en danger. Tout cela, c'est subi des attaques comme il n'y en a jamais eu, très différentes, des attaques contre la propriété qui furent celles du communisme, mais qui, au fond, reviennent au même. Il y a une sorte de regard inquisitorial sur qui essaie de plonger au fond de vous-même, sur vos pensées, sur vos entrailles, sur ce que vous consommez, ce que vous faites. Au fond, on veut abattre les murs. Mmh. Nous Tous les sommes murs. dans une société, pour des raisons différentes de celles du communisme, dans une société qui veut abattre les murs. Voilà. Et si l'on abat les murs, vous n'existez plus. Le type d'humanité, qu'est-ce que c'est que notre type d'humanité, notre civilisation? C'est d'abord, comme l'a bien écrit le philosophe Jean-François Mattei, c'est la seule civilisation qui se regarde dans le miroir des autres et qui s'intéresse aux autres. Donc, c'est la seule civilisation ayant une ouverture. C'est très important, cela. Mais en même temps, c'est une civilisation qui, à partir de cette ouverture, est aujourd'hui en train de se détruire. Alors, quelles sont nos origines, hein? C'est le logos grec, c'est le verbe divin venu de Jérusalem. C'est cela s'unifiant qui a développé notre idée de l'homme et notre idée, je n'aime pas vivre ensemble, notre idée de vie en société, Oui. qui implique des murs, des frontières, l'intériorité, Saint-Augustin, la Mmh. découverte de l'intériorité. En fait, Et, quand on a compris ça, c'est voilà, magnifique votre livre, vous développez tout ça, oui. et tout ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est la destruction Ouais. Oui, de ce. de ce monde. Eh bien, Robert Heidegger, je vais juste finir. Je pense que tout le monde a compris en fait qu'à travers l'abolition de notre âme et de cette société nihiliste qui privilégie une vie purement matérialiste, en fait, on arrive à l'abolition de tout ce que vous expliquez derrière, toutes ces conséquences qu'on peut voir et qui nous mettent justement mal à l'aise et malheureux. Et je suis vraiment très très heureuse de vous avoir reçu pour expliquer, pour déceler un petit peu l'origine entre guillemets du mal. Je voudrais qu'on finisse sur un autre extrait magnifique qui s'appelle, c'est votre chapitre sur le déclin du silence, le déclin de la nuit, l'oubli de l'âme. Donc, je vais vous lire. Sans doute est-ce la première fois qu'advient dans l'histoire une civilisation sans silence. Par civilisation, nous entendons un monde humain sans silence, une vie humaine sans silence. La formule un monde sans silence provient d'un philosophe aussi méconnu qu'important, Max Picard. Le silence subit le même sort que la nuit.
que le noir de la nuit, que son obscur. La nuit, mère des onirismes, se retire de l'humanité. Elle est offusquée par les lumières artificielles, offusquée par la fausse lumière, celle qui ne jaillit pas du Fiat Lux original, offusquée par la planète éclairée 24 heures sur 24, offusquée par l'électricité. Nuit, le mot est resté, mais la chose a disparu. Nuit, le mot ne dit pas plus qu'un découpage dans le temps, qu'un segment bureaucratique, administratif, arithmétique, comptable, que des horaires de travail ou de repos, qu'un espace comptable élastique entre des heures. Nuit, le mot ne dit plus que du quantitatif. Et évidemment, il faudrait que nous revenions à ce que c'est que la nuit, comme ce que c'est que la vie, comme ce que c'est que la mort. Et c'est tout ce que vous dites dans cet ouvrage. euh, Vraiment fondamental pour ceux qui, comme nous, ressentent qu'on a oublié une part de nous qui est l'âme. Merci encore infiniment, Robert Redeker, pour ce Merci livre. Alain. Et merci beaucoup. Je rappelle que c'est un livre aux éditions du Cerf. Je recommande à tout le monde. Merci encore, Robert Redeker. Et